à toutes et à tous, bienvenue sur l'espace Agora, un espace dédié à des conférences thématiques sur les sujets de la transition énergétique pour les agriculteurs. Et donc on va entamer ce matin notre dernière conférence pour vous éclairer sur des sujets qui vous concernent. Et ce matin on va parler de photovoltaïque, mais avec un angle un petit peu nouveau. C'est vrai qu'on a souvent des conférences dans l'espace Agora sur le sujet du photovoltaïque, mais là on a un autre angle. On va parler d'autoconsommation collective. Alors peut-être que vous avez déjà entendu parler de l'autoconsommation individuelle, le fait d'utiliser votre propre énergie produite par votre centrale. Ça, c'est une solution qui est déjà intéressante, mais est-ce que vous saviez qu'il est possible d'aller plus loin en mutualisant la production d'électricité avec d'autres acteurs dans un cadre collectif? Eh bien, c'est ce qu'on appelle donc l'autoconsommation collective, et ça peut représenter une nouvelle source de revenus, une nouvelle source intéressante pour les agriculteurs. C'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Et pour explorer cette piste, je suis en compagnie de Daniel Munier, qui est du bureau d'études Planaire. Bonjour. Et de Yelena Coad, de la BTE, la Banque de la Transition énergétique. Bonjour Yelena. Bonjour. Je vais vous laisser la parole, comme ça vous allez pouvoir nous présenter la Banque de la Transition énergétique, nous dire pourquoi elle a été créée et quelles sont ses missions. Merci. Alors, la Banque de la Transition énergétique, c'est une marque créée par la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes en 2020. Avec une originalité, c'est de collecter de l'épargne verte auprès de nos épargnants, particuliers, professionnels, et de l'affecter pour financer des projets verts sur notre territoire. Cette initiative a été reprise depuis par d'autres banques populaires. Nous sommes 7 banques à avoir cet engagement et cette promesse qu'un euro placé chez nous, c'est un euro qui permet de financer des projets locaux. Aujourd'hui, c'est plus de 13 500 projets qui ont été accompagnés, plus de 750 centrales photovoltaïques, 760 millions de financements. Et c'est également des émissions de CO2 évitées grâce à notre accompagnement. Alors notre démarche, c'est oui, vous allez me dire, on est une banque, donc bien évidemment, c'est du financement. Mais on est aussi là pour apporter des solutions opérationnelles. Et ça, c'est rendu possible grâce à nos experts en interne qui vont analyser les projets, mais grâce à nos partenaires comme Planaire, qui est présent avec nous aujourd'hui, pour apporter des solutions et aider nos clients à se transformer. Donc nous avons aujourd'hui un certain nombre de partenaires, que ce soit pour réaliser des bilans carbone, pour installer les centrales photovoltaïques, travailler sur l'efficacité énergétique des bâtiments industriels et apporter des solutions clés en main de la recherche du besoin, la recherche des aides et jusqu'au bout le financement pour accompagner nos clients sur une vision 360. Donc quelques chiffres, je les ai évoqués tout à l'heure. Voilà, on a collecté 460 millions d'euros d'épargne et 720, maintenant on est plutôt à 750 millions d'euros de crédit. On ne s'arrête pas. On apporte la preuve de la sincérité de la démarche au travers de notre site internet. Vous allez retrouver le reporting financier que l'on publie tous les mois. Vous allez voir le montant collecté. Et puis, voilà, où va votre épargne? On publie des pastilles des financements qui sont réalisés près de chez vous sur différentes thématiques, l'innovation, l'ENR, etc. Et puis, ce qu'on fait, 1000 euros placés chez nous, c'est 280 kilos de CO2 évités. Alors ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est l'équivalent de 121 000 tonnes de CO2 évitées, soit l'équivalent de la consommation d'une ville de 12 000 habitants. Voilà. Donc à notre échelle, on contribue également à décarboner. Juste petite actualité, la semaine prochaine, nous faisons une série de webinaires, donc le 16 octobre. Vous avez un flashcode, je vous invite, si vous êtes intéressé, à peut-être vous inscrire. Alors, vous retrouverez toutes les thématiques sur le site de la BPORA. Et voilà, vous pourrez, on a une série de 9 webinaires sur différentes thématiques et vous pouvez donc vous inscrire. Merci beaucoup et merci pour ces informations concernant donc la journée du 16 octobre. Effectivement, toutes les infos sont à retrouver sur le site de la banque si vous n'avez pas le temps de flasher ce petit QR code. Daniel Munier, donc, vous êtes le directeur délégué solaire et innovation chez Planaire et vous êtes responsable de l'agence à Lyon. Je vais vous laisser nous expliquer ce que c'est que l'autoconsommation et quels sont les avantages de cette solution. Très bien. Merci beaucoup. Bonjour à tous et toutes.
Donc effectivement, je m'occupe de l'activité solaire du bureau d'études planaires et vous verrez que ce n'est pas innocent. Notre bureau d'études bosse sur l'ingénierie de la transition écologique. Et on n'a pas que l'activité solaire dans notre domaine d'expertise. Et ce qui fait que depuis de nombreuses années, on prend en compte considérablement dans nos projets d'ingénierie la consommation également de nos clients. Et on va voir que c'est très important puisque qui dit autoconsommation dit production solaire pour des consommateurs et justement pas décorrélé entre conso et production. Alors, avant de parler autoconsommation collective, qui est quand même le niveau supérieur et qui va nous animer sur la fin de la présentation, je vais d'abord revenir sur l'autoconsommation. L'autoconsommation individuelle, celle que l'on fait en dessous du site où on produit, c'est avant tout la solution à privilégier dans les années à venir. Elle ne sera pas forcément suffisante, mais elle est quand même incontournable. C'est elle qui présentera avant tout le meilleur modèle économique. Donc, pour revenir sur le cadre un petit peu de l'autoconsommation, on a très clairement la fin des dispositifs de soutien de l'État, où on avait de manière plutôt simplifiée, une valorisation financière possible en vente totale ou en vente de surplus, ce qui faisait qu'en gros, la consommation était certes un plus, mais on pouvait tout à fait mener des projets sans s'en préoccuper. En 2025-2026, il faut avant tout consommer l'électricité produite sur l'exploitation et on verra dans un circuit court, pourquoi pas. Ce qui veut dire que quand on a une exploitation agricole, avant tout, ce qui peut être déjà pas mal, c'est de faire un bilan un petit peu de qu'est-ce qu'on consomme comme énergie. Si par exemple on a un petit peu d'activité de conservation, une chambre froide, c'est déjà des choses qui permettent d'asseoir de l'autoconsommation individuelle. Alors au-delà de ça, c'est aussi de connaître la nature de son contrat d'achat d'électricité, de très vite voir qu'est-ce que ça va nous permettre d'économiser, et puis de regarder en effet qu'est-ce qu'on consomme. Et ça veut dire que derrière, le plus petit dénominateur commun, enfin le projet de base, c'est de mettre en place une centrale photovoltaïque, soit en investissant soi-même, soit en faisant appel à un autre type de financement, de couvrir par sa production les besoins de l'exploitation. On verra qu'en France, on a la possibilité de décorréler le lieu physique entre production et consommation, ce qui est pas mal, mais il y a quand même aussi des contreparties. Voilà. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, et je serai vraiment ouvert à vos questions par rapport à cette approche de base, qui a quand même pas mal de déclinaisons, hein, se présente l'autoconsommation collective. Alors, beaucoup en parlent, peu en font, peu en ont fait. Planaire, on a un petit peu cet avantage, c'est qu'on a déjà pas mal rodé le modèle d'autoconsommation collective avec ce qu'on appelle les pionniers ou les early adopters, les premiers adopteurs, qui étaient en général les collectivités. Parce que pour elles, on verra, le cadre était plutôt pratique. Mais maintenant, on voit que ce modèle doit se généraliser. Et je ne peux pas préjuger du comportement de l'État, mais en gros, la tendance actuelle, c'est sans doute, il y aura de moins en moins d'aide publique en termes financiers, mais la contrepartie va sans doute être de permettre d'être beaucoup plus, on va dire, proactif sur les autorisations pour développer ce type de modèle. Alors une fois qu'on a dit ça, l'autoconsommation collective, c'est la fourniture directe d'électricité entre un ou des consommateurs et un ou des producteurs, avec bien sûr des logiques géographiques. Donc en gros, on a en base 2 km de terrain de jeu et on voit que dans le monde agricole, donc plutôt le monde rural, on a très vite droit à pouvoir se partager l'électricité sur un périmètre de 20 km. Si on est entre soi, c'est-à-dire que vous avez, en tant qu'exploitant agricole, plusieurs bâtiments qui ont des consommations diverses, importantes ou pas, une surface disponible ou pas. Si c'est entre vous, donc avec la même entité juridique, c'est très simple. C'est-à-dire que vous allez générer des économies entre vous. Alors je sais que ce n'est pas le plus simple, enfin le plus général, mais pour les agriculteurs qui ont
dans un périmètre de 20 km, un certain nombre de bâtiments dont certains consomment mais ne peuvent pas produire et l'inverse, c'est le premier choix. C'est ce sur quoi on doit aller en premier. Donc, vous voyez, on a cette logique de bien mettre en relation un consommateur et un ou des consommateurs et un ou des producteurs. Maintenant, si on regarde un petit peu où est-ce qu'on en est en autoconsommation collective, ça c'est issu des derniers chiffres de... Alors tout ça est bien sûr géré par le distributeur d'électricité, Enedis, puisqu'on fait appel au réseau public quand on fait de l'autoconsommation collective. On voit qu'on avait 550 opérations en France, donc on voit que ça en fait une cinquantaine par département. On n'est quand même pas encore sur quelque chose de très 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 diffusé. Mais on voit également que ça regroupe quand même maintenant une bonne cinquantaine de mégawatts. Et on a quand même presque l'intégralité de l'autoconsommation collective qui se fait à partir de photovoltaïque. Puisque, petite aparté, on peut faire aussi du partage d'électricité entre producteurs et consommateurs à partir d'une centrale hydraulique ou même d'éoliennes. Ça peut tout à fait se concevoir. Maintenant, si on revient sur le périmètre de l'autoconsommation collective, en gros, ce qu'on considère d'abord par rapport au kilométrage, quelque part, c'est les points d'injection, ce qu'on appelle les PRM. Donc, un site va être producteur sur une toiture quelque part, il va se raccorder sur le réseau public, et autour de ce point-là, on va pouvoir, sous 20 km par exemple, proposer de l'électricité à des consommateurs, et les distances seront régies par ces distances entre les points de livraison des uns et des autres, en souterrage ou en production. On a des petites règles qui sont qu'on peut, quand on est consommateur, participer à un projet d'autoconsommation collective, mais pas à deux. Donc ça, c'est une petite chose. Et puis, sur la valorisation de l'électricité à partir de l'autoconsommation collective, on a un raccordement qui peut être fait comme avant, quelque part. Soit d'abord, on est raccordé sur le tableau électrique du site producteur et on partage le surplus, soit directement, on est raccordé sur le réseau public. On est ce qu'on appelle raccordé en vente totale. Ça ne veut pas dire qu'on fait de la vente totale au sens du passé, hein, mais on est raccordé sur le réseau public et là, on partage tout. C'est-à-dire que l'intégralité de la production sera à répartir, et c'est là on va venir après, suivant une règle de répartition qu'on fixe. Donc soit elle est très simple, soit elle peut être plus complexe, et notamment s'adapter à la proportion du niveau de consommation qu'on veut couvrir. Et là, du coup, c'est un jeu de l'offre et la demande, en fait. Voilà. Donc ça, j'en ai parlé. L'autoconsommation collective patrimoniale, ça, je l'ai évoqué. C'est un terme un petit peu barbare, mais c'est vraiment, avant tout, la plus intéressante, où l'exploitation, elle est... Alors, on appelle PMO, c'est qu'en gros, elle fixe le cadre de négociation ou d'échange avec le distributeur d'électricité, qui est Enedis. Et l'électricité autoconsommée, elle est automatiquement déduite de la part de la fourniture sur la facture de tous les bâtiments consommateurs concernés. Donc ça, c'est un point qui peut déjà être intéressant sur vos exploitations agricoles. Cette PMO, donc, si elle est entre vous et vous-même, bah, c'est votre entité juridique. Par contre, si, et c'est une piste intéressante, vous avez une exploitation agricole et que vous êtes en gros à l'échelle de la commune le seul ou un des seuls bâtiments qui peut accueillir une surface de panneaux significative. On peut prendre l'exemple par exemple d'un village qui est protégé au niveau patrimonial. Les toitures sont sans trop de possibilités. C'est de créer en fait une fameuse PMO, personne morale organisatrice, sous la forme d'une association entre la commune et vous, exploitants agricoles. Et pourquoi je parle de la commune en tant que collectivité? C'est que, bon, il y a quand même quelques précautions à prendre au niveau commande publique, mais par contre, il y a une contrepartie qui est absolument géniale et je pense qu'il y a, parmi l'audience, il y a des personnes qui travaillent dans le monde bancaire. En fait, l'acheteur que représentera la collectivité pourra avoir une stabilité dans l'achat d'électricité sur la durée. Si on imagine l'inverse, que vous fassiez un deal entre plusieurs exploitations agricoles en autoconsommation collective, ce sera possible, mais ça voudra dire que, par exemple, sur le terrain de jeu de 20 km, vous allez avoir votre exploitation qui va investir et qui va produire de l'électricité photovoltaïque.
vos collègues, voisins ou même un petit entrepreneur de local avec qui vous avez même de l'amitié, hein, en fait, il va pouvoir vous acheter de l'électricité. Mais en fait, dans le deal que vous allez avoir ensemble, vous allez essayer de vendre au plus cher et lui, il va essayer d'acheter au moins cher. Et il ne sera pas forcément, comment dire, intéressé pour vous l'acheter pendant longtemps. Donc, il y a ce phénomène d'offre et de demande qui fait qu'un projet d'autoconsommation collective peut être plus ou moins facile à mettre en œuvre. On peut après même imaginer qu'on ait un ensemble d'entités qui sont intéressées pour acheter. Mais en fait, quasiment tout le monde va avoir le même intérêt. Donc on peut avoir des risques que tout le monde ait envie d'acheter à un moment donné, puis parce que le prix de l'électricité baisse, tout le monde n'ait plus du tout envie d'acheter. Donc dans un projet d'autoconsommation collective, c'est très bien d'avoir un effet stabilisateur, c'est-à-dire d'avoir un acheteur qui est vraiment intéressé pour acheter de l'électricité dans la durée. Donc une entité publique ou parapublique sera plus encline à agir dans la durée. Voilà. Et ça ne gâche rien, et je pourrais peut-être en parler après, on travaille avec le parc naturel régional du Pilat. On voit que en fait, les collectivités de ce territoire sont très intéressées pour créer du lien, même commercial, avec en fait, l'exploitation agricole de la commune concernée, par exemple. Voilà, c'est une notion aussi, encore une fois, de circuit court. Alors, on a des schémas qui peuvent être vus comme un petit peu compliqués, mais finalement, c'est un petit peu ce qui se passe dans la vraie vie. Vous avez un groupement qu'on appelle la personne morale organisatrice, donc qui peut être, par exemple, la commune et vous, qui va forcément interagir avec le distributeur d'électricité, Enedis, puisqu'on est tous clients d'Enedis en général. Et vous avez un partage de production entre vous en tant que producteur et le ou les consommateurs qui peuvent être la commune, un exploitant voisin et toute une série de choses. C'est un partage partiel, bien sûr, d'électricité, puisque vous allez continuer à acheter vous-même de l'électricité en complément, par exemple, et votre collègue à qui vous allez vendre de l'électricité en autoconso collective, il va continuer à être approvisionné par un fournisseur classique vis-à-vis de son complément. Voilà. Donc, on ne refait pas l'histoire, mais quand on fait de l'autoconsommation collective, c'est des courbes que vous connaissez à l'échelle peut-être de votre maison. En fait, tout ce qui est produit sera autoconsommé et partagé, et le surplus pourra être de moins en moins facilement vendu, mais il pourra être vendu aussi par ailleurs à ce qu'on appelle un responsable d'équilibre. C'est-à-dire qu'une entité qui est en charge en tant que fournisseur, notamment de pouvoir assurer la stabilité du réseau électrique, ou, chose aussi possible, d'imaginer qu'un surplus puisse être stocké aussi sur des batteries, ce qui est plus hasardeux au niveau financier en général, mais qui sera possible, ou carrément, on va dire, donné à un fournisseur d'électricité, parce que c'est un volume qui est faible et que sa valeur va être difficile à négocier par ailleurs. Voilà. Donc là-dessus, sur la gestion de ce qui ne sera pas partagé entre les acteurs, on est dans une phase où on essaye un petit peu de trouver des solutions. Techniquement, il n'y a pas de souci. Financièrement, voilà, il y aura sans doute des sujets à l'avenir. Donc l'idée, et vraiment j'insiste là-dessus, c'est avant tout d'abord d'essayer d'autoconsommer le maximum chez vous, ensuite d'essayer de trouver autour de vous des acheteurs d'électricité les plus stables possibles, et puis enfin d'avoir un volume d'électricité résiduel qui soit relativement marginal, parce que sa valeur va pas forcément être très très intéressante. Ce qui veut dire, et c'est un petit peu l'étape qui est très importante, je pense, à avoir tous en tête, on ne va pas forcément avoir les mêmes réflexes de taille d'installation qu'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Là où on installait des centaines de kilowatts, on couvrait des toitures entières, on voit que là, on va devoir beaucoup plus prévoir une taille d'installation en fonction de tout ce que je vous ai dit, d'une demande d'électricité. Et en cela, j'ai beaucoup aimé en fait une phrase qui a été reprise et qui a été prononcée par un des responsables d'Enedis il y a quelques jours lors de l'université de l'autoconsommation organisée par Enerplan. C'est que nous tous, et vous en tant qu'exploitants agricoles,
vous allez sans doute passer du statut de producteur d'énergie brute, d'électricité, à fournisseur d'électricité en tant que tel. C'est-à-dire que vous allez fournir de l'électricité à vous-même, à vos voisins, à la commune, à une collectivité autour, mais avec une logique vraiment de fourniture, c'est-à-dire vous répondez à une demande. Alors que jusqu'à présent, on produisait de l'électricité et les dispositifs faisaient qu'elle était achetée quelque part, sans trop de préoccupation d'un volume en face. Voilà. Bon, je vais passer assez vite là-dessus. Le modèle économique, forcément, c'est que il doit s'appuyer sur de l'économie finalement de facture. Donc, on doit amortir l'investissement avec la vente d'un éventuel surplus au réseau, mais surtout la vente de l'énergie aux consommateurs locaux et l'économie sur sa facture quand on a une dimension d'autoconsommation individuelle avant l'autoconsommation collective. Voilà. Et puis pour les consommateurs, c'est la stabilité dans l'achat d'électricité, puisque les panneaux sur votre toiture de l'exploitation agricole, ils seront là encore dans 30 ans. La collectivité qui peut être la commune voisine, là où elle n'est pas du tout sûre que son kilowattheure qui est très bas actuellement, il peut remonter si Poutine nous fait quelque chose. En fait, il sera content qu'une partie vienne de la toiture située à, je sais pas, à 800 mètres en bordure de village et que, en gros, on connaît les gens qui produisent aussi. Voilà. Et pour terminer, la mise en œuvre d'une opération, c'est d'abord et avant tout, et c'est là que nous, en tant que bureau d'études, on peut apporter un vrai savoir-faire, c'est de dimensionner tout ça en fait. C'est beaucoup moins simple qu'avant, au sens, on remplit une toiture, on fait une démarche administrative et tout va bien. Là, et même, je pense, ma voisine de droite sera très intéressée pour que dans un projet, on puisse tout ficeler, non seulement la production, mais également sa valorisation dans le financement d'un projet photovoltaïque. Et bien sûr, on aura des démarches qui sont listées ici, qui ne sont pas du tout insurmontables, forcément pour le producteur, de pouvoir trouver sa place, mais comme tous les autres projets, dans le réseau électrique existant ou futur. Voilà en gros ce que je voulais passer comme message aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce que peut-être vous pouvez revenir sur les grandes étapes si on veut se lancer dans un projet d'autoconsommation? Alors j'imagine que c'est différent si on a déjà sa centrale ou si on veut créer une centrale de toutes pièces, mais peut-être replacer les grandes étapes, par quoi on commence? Alors, si vous avez déjà une centrale existante, la plupart du temps, sauf très rares exceptions, vous avez déjà un contrat en face, un contrat de vente. Donc j'ai envie de dire, là-dessus, la marge est assez faible, mais elle n'est pas impossible. Si par hasard vous êtes en fin, par exemple, de contrat de vente d'électricité, par exemple, on pense là vraiment aux pionniers, parce qu'on a des contrats de 20 ans, donc ça remonte quand même très très loin. Eux, ils ont un actif qui va produire de l'électricité et qui, pour le coup, ceux qui sont dans ce cas-là ont peut-être déjà commencé à discuter avec leurs fournisseurs, il peut y avoir une valorisation, un achat d'électricité. De ce que je sais, en fait, en général, c'est quand même relativement faible. Donc cet actif, il peut être mis sur la table et dire, cette production, est-ce que par hasard, elle ne pourrait pas être intéressante pour ma propre consommation? Donc on peut imaginer, alors il y a un peu de travaux d'électricité, mais on peut raccorder finalement une ancienne installation en vente totale, en autoconsommation, ce qu'on appelle en vente de surplus, c'est-à-dire c'est un raccordement sur votre tableau électrique. Et à ce moment-là, on peut après, et c'est là où justement la deuxième étape arrive, elle est commune avec un projet neuf ou un projet existant, en fait, c'est de trouver des consommateurs autour de soi. Et donc là, moi je vous dis encore une fois, la clé de lecture la plus importante, c'est il faut absolument davantage chercher sur un consommateur qui sera stable dans le temps et qui ne va pas essayer de négocier, renégocier toutes les 5 minutes le meilleur achat d'électricité autour de lui. Parce que là, du coup, vous avez investi, vous devez avoir une stabilité dans la vente d'électricité. Et si vous êtes face à un consommateur qui est très volatile, en fait, c'est très, très, très compliqué. On dépense beaucoup d'énergie pour un gain qui sera faible.
Oui, juste pour rebondir, c'est la vision du banquier, hein. Quand on est sur une autoconso collective, on ne va pas avoir forcément la même analyse au niveau du business plan. Et c'est vrai que Daniel l'évoquait tout à l'heure, le fait d'avoir une collectivité comme acheteur sur une durée plus longue, voilà, le créancier pour nous est plus rassurant. Bon, on avait des FOA sur 20 ans, alors là c'était royal, du luxe. Demain, si on est sur de l'autoconso collective, il va falloir qu'on analyse la qualité du créancier et le contrat que vous allez avoir mis en place et la durée. Donc voilà, tout ça, ça va influer sur le business model. Et donc, la collectivité, généralement, s'engage sur des durées plus longues, est un créancier pour nous de qualité. Ouais. Et sur, justement, la compatibilité avec une collectivité, elle est soumise à la commande publique. Elle a des montants d'achat d'électricité maximum. Mais on voit que si on a justement une dimension locale, on n'aura pas des surfaces et des volumes d'électricité gigantesques. Encore une fois, je rappelle, hein, on va peut-être revoir un petit peu les tailles de projets. On fera des projets en autoconsommation collective qui feront entre quelques dizaines de kilowatts et quelques centaines. On sera toujours en dessous du mégawatt. Faut pas voilà. Donc en fait, c'est plus les mêmes projets. Mais dans ces conditions-là, avec une collectivité, on peut établir quelque chose. Il y a aussi un autre aspect qui est important, qui n'est pas que technique, qui n'est pas que financier, c'est que l'autoconsommation collective, vu qu'elle met en œuvre des volumes transactionnels d'électricité qui sont par nature quantifiés, mesurés, chiffrés, répartis, on a une transparence totale dans l'impact. On sait que, par exemple, il y aura 20% d'électricité de votre toiture qui va être consommée par vous et il y en aura 60 ou 70 qui vont être consommés par exemple, la collectivité autour de vous et le reste qui sera, par exemple, donné qui n'aura pas de valeur économique. Mais du coup, la collectivité, elle sera très intéressée pour pouvoir aussi savoir et communiquer sur le fait qu'il y aura un volume assez précis qui va correspondre peut-être à un tiers ou la moitié de sa consommation électrique qui viendra de l'exploitation agricole voisine. Et ça, c'est une autre dimension qu'on n'avait pas jusqu'à présent, puisque quand on parlait de territoire à énergie positive dans une commune, avec par exemple des exploitations agricoles, en fait, on juxtaposait juste des valeurs et il n'y avait pas de lien direct entre des mégawattheures produits par une exploitation agricole et des consommations électriques de la commune elle-même. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on donne la parole au public. Est-ce que quelqu'un souhaite... Monsieur ? Oui ? Attendez, j'arrive. Hein. Oui, bonjour. Est-ce que, c'est une question par rapport au business plan, est-ce que ce business plan en autoconsommation collective, il fonctionne avec du particulier ? Alors, vu la complexité, ouais, on l'a expérimenté avec des particuliers en Bourgogne-Franche-Comté sur la partie franc-comtoise, à côté de Besançon. Donc on fait partie, alors c'est un des projets en France, il y en a quelques-uns, où on a monté un projet d'autoconsommation collective qui mêlait à la fois des collectivités, des industriels et des particuliers. Le particulier, en fait, en tant qu'acheteur, c'est possible. Il peut rejoindre un projet d'autoconsommation collective. Ce n'est pas ultra facile parce qu'il va avoir des volumes d'achat qui vont être très faibles. Donc, du point de vue des producteurs, c'est pas top, mais ça peut faire partie d'un deal où la collectivité, elle est partante pour acheter un volume, mais elle dit, moi, je veux aussi embarquer mes citoyens. Donc, ça, c'est possible. Là où c'est beaucoup plus complexe, c'est quand on imagine que le citoyen va être producteur. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il devient producteur d'électricité, il doit avoir un lien contractuel avec ses consommateurs, ses acheteurs. Et en tant que particulier, on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas encore abouti. Et en plus, il va avoir des volumes qui vont être très faibles en tant que vendeur, puisque sa centrale... voilà. Donc, non, la question était uniquement sur consommateur. La partie consommateur, oui. Oui, c'est possible. Ça génère aussi, à chaque fois qu'on a de plus en plus de populations qui rejoignent le pool des consommateurs, on complexifie aussi la répartition de l'énergie. Mais ce n'est pas impossible. Et nous, on en a engagé un qui avance tout doucement, mais j'ai des confrères qui le font de manière plus globale, à plusieurs exemplaires. Mais pour revenir sur les 600 opérations qui existent jusqu'à présent,
je pense qu'il y en a une toute petite partie qui incluait des particuliers. Donc on est au début de l'histoire. Et le numérique va aider beaucoup à, je pense, à rendre l'équation économique faisable pour l'intégration des particuliers dans la boucle d'autoconsommation collective. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite réagir? N'hésitez pas, hein. Oui. Oui, bonjour. Je voulais savoir sur les frais d'assises dans le cadre d'opérations collectives, où on en est. Est-ce qu'on est exonéré, pas exonéré? Alors, c'est un sujet qui est assez compliqué et peut-être en préalable, il faut quand même bien préciser que l'assise dépend d'année en année du comportement de Bercy. Donc, on est toujours face à un peu une épée de Damoclès, c'est-à-dire qu'en fait, de la préparation d'un budget à un autre, on peut complètement avoir un changement. Et effectivement, il y avait une exonération de cette assise jusqu'à présent et une remise en cause ces derniers mois qui finalement était une forme comment dire, on avait un régime d'exception jusqu'à présent avec ces exonérations et Bercy en fait a considéré que par rapport en fait au monde de la production d'électricité, cette exonération posait problème en fait. Ça pouvait être que transitoire. Donc globalement, moi j'ai envie de vous dire qu'une exonération d'assises, sauf vraiment volonté politique de la maintenir, par défaut, elle va sauter. Voilà. Donc c'est un petit peu, je pense qu'il faut se préparer à avoir... voilà. C'est un peu la tendance de l'histoire actuelle. J'ai une autre question. Si... Ouais, allez-y, bien sûr. On a des exploitations qui souhaiteraient faire de l'autoconsommation collective patrimoniale. C'est-à-dire qu'ils ont un compteur en tant que producteur et ils voudraient transférer cette énergie de surplus sur d'autres compteurs. Quelles sont les règles? Quels sont les tenants et aboutissants que vous connaissez? Alors, on le connaît très bien parce que de l'autoconsommation patrimoniale, on en fait avec, par exemple, la ville de Lyon. Voilà. On l'a fait avec un certain nombre d'industriels qui ont des sites rapprochés. On a un exemple, encore une fois, en Franche-Comté où on le fait avec une entreprise qui a des bâtiments qui sont sur un cercle de 20 km. Et en fait, c'est tout simple. La première règle qu'il faut essayer d'adopter, c'est que vous ayez la même entité juridique. Les compteurs soient possédés par la même entité juridique. Parce que dans ce cadre-là, du coup, vous allez avoir elle sera elle-même l'interlocuteur d'Enedis et elle va pouvoir, de fait, mettre en place un système de répartition de la production entre ces différents sites et générer des économies de factures directement sur ces différents compteurs. À partir du moment où, même si l'entité, elle est, par exemple, dans un groupement d'entreprises, dès que les compteurs sont possédés par des entités juridiques différentes, en fait, il va falloir mettre en place, c'est la règle d'autoconsommation collective, une dimension contractuelle. L'un va vendre de l'électricité à l'autre. C'est possible, mais ça veut dire du coup d'avoir cette obligation corrélée, sauf à ce qu'il y ait une mise à disposition gratuite, mais en général, ce n'est pas trop l'objectif. Et puis ensuite, une fois qu'on a contrôlé ça, ça va être de se dire quel système de répartition d'énergie électrique je pousse. Celle qui vraiment est la plus simple et la plus indolore, j'ai envie de dire, c'est de répartir la production au prorata de la taille des consommations électriques des différents compteurs consommateurs. Si dans un projet d'autoconsommation collective, vous n'avez pas encore décidé à quel endroit pourrait être positionnée la centrale de production, si vous avez plusieurs bâtiments consommateurs, il faudra toujours préférer, si techniquement c'est équivalent, le site qui est le plus gros consommateur seul. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je l'ai un peu évoqué, mais dès qu'on commence en fait à faire de l'autoconsommation collective, c'est presque du bon sens. Il faut qu'on puisse quand même participer aux frais d'utilisation du réseau public. Donc, une électricité qui sera consommée à distance coûtera toujours plus cher qu'une électricité consommée sous le compteur de production. Donc, ça, c'est un petit peu les grandes règles.
qu'on peut... Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à partir du moment où on a posé les bases de on fait comment, avec qui, pourquoi, la centrale photovoltaïque en elle-même, c'est exactement la même qu'une centrale qu'on a faite jusqu'à présent. Soit en autoconsommation, soit éventuellement en vente totale. Juste la petite distinction, c'est qu'on se raccordera en fonction de ce qu'on décidera, soit sur le réseau public, soit sur le compteur électrique, le TGBT du site. En complément, pour que je comprenne bien, imaginons un agriculteur qui met une production en autoconsommation et qui pense faire du patrimonial. Est-ce qu'il a besoin d'avoir un agrégateur pour revendre l'électricité sur le compteur, le deuxième compteur? Non. Non, c'est justement la force de l'autoconsommation collective. Il aura besoin d'un responsable d'équilibre, c'est-à-dire qu'un fournisseur soit capable, s'il y a du surplus, de pouvoir lui récupérer. Je dis récupérer parce que pendant longtemps, il pouvait l'acheter, mais là maintenant, en fait, ce n'est pas trop la tendance de l'histoire. Donc il y aura quand même besoin d'acteurs autour de lui, mais en fait, il n'a pas besoin de passer par une entité tierce pour faire transiter son électricité entre sa production et sa consommation à distance. C'est justement la force de l'autoconsommation collective. Oui, mais là, c'est dans le cas où il a sur son compteur un responsable d'équilibre, type EDF ou autre. Ouais. Donc ça, j'entends, c'est bien, c'est tant mieux, c'est vrai que c'est important. Après, j'ai quelques cas d'agriculteurs qui ont on appelle ça des trackers, qui font de l'autoconsommation et se posent la question des surplus. Et donc là, est-ce qu'on a besoin d'un agrégateur pour faire du patrimonial? Alors, quand on dit surplus, c'est-à-dire que ces trackers, en fait, d'abord, ils autoconsomment chez eux et ils ont du surplus. En fait, si ces agriculteurs qui ont des trackers ont du surplus et qu'à une vingtaine de kilomètres à la ronde, ils ont d'autres bâtiments, un réflexe, ça va être effectivement de valoriser cette électricité en surplus auprès de leurs autres bâtiments. Et si, en fait, leurs autres bâtiments ne suffisent pas, effectivement, il y aura, dans tous les cas, un besoin que quelqu'un récupère cette électricité. Parce que, techniquement, c'est un petit peu subtil, mais quand on fait de l'autoconsommation individuelle, on peut passer par du bridage. On peut brider des choses. C'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin de responsable d'équilibre. En autoconsommation collective, malheureusement, vu qu'on va attribuer de l'électricité à quelqu'un à distance, on ne peut pas préjuger d'avance, bien sûr, ce qu'il va falloir brider. Donc d'où la présence indispensable d'une entité qui va faire l'équilibre entre ce que le producteur produit et puis le réseau électrique lui-même. Oui, donc dans le cas présent, il faut qu'il y ait un agrégateur. Alors, un agrégateur ou un fournisseur qui jouera ce rôle de responsable d'équilibre. Voilà. Alors, il y en a sur la place, ce n'est pas un problème. C'est juste que je mets un point d'attention sur le fait qu'on ne doit plus compter sur une valeur, un surplus de revenus avec ce résidu, en fait. On a encore quelques minutes, donc si quelqu'un d'autre veut réagir ou poser une question, allez-y, n'hésitez pas. Moi, j'ai une question. Donc, une fois qu'on a défini les parties prenantes finalement de ce projet-là, qu'est-ce qui se passe le jour où il y a quelqu'un qui sort ou quelqu'un d'autre qui veut rentrer? Tout à fait. Alors, et chaque fois qu'on a un changement on va dire du panel entre producteurs et consommateurs, bien sûr, on doit passer par une procédure administrative qui n'est pas très importante, mais on doit déclarer tout ça à Enedis, c'est normal, au distributeur d'électricité, qui est vraiment l'entité qui est un peu le chef d'orchestre sur finalement la mise à jour des index des factures au final. Bien sûr, ça rebat les cartes. Quand vous avez un gros consommateur qui part, en fait, on a un volume qui doit être réattribué. Donc, soit qui passe en surplus, soit qui est réparti entre les différents consommateurs actuels ou existants. Et donc, ça génère une certaine forme de précarité. D'où l'importance, et là, ça doit être la 3e ou 4e fois que j'insiste dessus, un projet d'autoconsommation collective doit vraiment sécuriser la stabilité de ses participants au maximum dans le temps. Sauf à créer une bourse, j'ai envie de dire, où il y a des entrants, des sortants.
Mais les modèles économiques des bourses en consommateurs-producteurs que je connais ont montré leurs limites quand même. Moi, j'avais une question concernant la personne morale organisatrice, donc cette fameuse association. Est-ce qu'une CUMA peut être la PMO ou faut-il nécessairement créer une association ? L'acceptabilité de la forme juridique de la PMO est ultra large. Il faut qu'elle regroupe tous les participants au projet, qu'ils soient consommateurs ou producteurs. Donc si l'approche CUMA inclut ce critère, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas possible. C'est pour ça que le format association est celui qui a été jusqu'à présent le plus utilisé. Bah, vous devinez pourquoi, hein, parce que c'est le plus simple. C'est le moins contraignant en termes de dépôt de statut, de rôle, d'entrée-sortie. Et en fait, pour revenir, moi j'aime bien expliquer ça. Dans ma vie professionnelle, j'ai eu la chance d'être parmi les premiers qui ont bossé sur l'autoconsommation collective en 2015, hein, donc ça remonte à quelques années. Et en fait, pourquoi on a créé la notion de PMO? C'est tout simplement qu'au départ, et ça permet de tout comprendre, Enedis avait besoin d'une entité légale en face de lui. En tant qu'organisateur, distributeur d'électricité, il fallait qu'en cas on va dire de problème, hein, vu que c'était une dimension collective, il fallait avoir une entité qui regroupe tout le monde pour, même on pouvait imaginer un contentieux ou quoi que ce soit. D'où la notion de PMO, et avec cette approche extrêmement large. Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait, donc sur la création des nouvelles centrales, qu'il allait falloir avoir une taille d'installation adaptée. Oui. Qu'est-ce qui va arriver aux centrales existantes de grande taille et qui ont un certain nombre d'années derrière elles? Alors, ces centrales de grande taille, déjà, elles vont aller au bout de leur contrat, ça c'est une première chose. Et après, ce qui est intéressant, c'est que j'ai une partie de ma vie professionnelle qui est orientée à l'international, liée à l'Agence internationale de l'énergie, et donc j'ai cette chance de pouvoir connaître ce qui se passe à l'étranger. Et vous avez en Europe une chance, en fait, messieurs les Français, c'est que l'Allemagne est en avance de phase par rapport à nous, puisqu'ils ont commencé à faire des centrales au début des années 2000, où nous, on a plutôt fait des centrales dans les années 2010. Et comme nous, ils avaient des contrats de 20 ans. Donc ils commencent à avoir les premières sorties de centrales. Et en fait, il y a deux approches qui se dessinent. Il y en a une qui est, j'ai une centrale de grande taille et j'ai trouvé preneur, acheteur autour de moi. Donc, le cas de l'autoconsommation collective, pourquoi pas. Et là, ça veut dire qu'en gros, on fait comme avant. Et nouvelle chose aussi qui se profile, c'est que mon actif que j'ai déjà bien rentabilisé, je vais en faire une centrale on va dire, à puissance variable. Et je vais lui adjoindre, puisque là, j'ai peut-être la possibilité de réinvestir, je vais lui adjoindre de la flexibilité. Alors, comment ? C'est que d'une part, je vais pouvoir peut-être lui adjoindre justement un mécanisme de stockage que je pourrais valoriser à la fois pour moi et autour de moi, ou même dans les logiques de régulation de marché, puisque le stockage a de la valeur. Hein. Et puis deuxième chose qui est plus contre-intuitive, mais qui est en train d'arriver très vite, c'est que ma centrale, quand je l'ai amortie, maintenant, technologiquement parlant, on sait tout à fait lui faire produire exactement ce qu'on veut à un moment donné. C'est-à-dire qu'une centrale qui fera 100 kW, si par exemple autour de moi je n'ai un besoin que de 50 et que de produire 50 au lieu de 100, ça ajoute un service au réseau ou à mon entourage, à mes potentiels consommateurs, et ben en fait je vais la piloter pour qu'elle produise exactement ce dont j'ai besoin. Et ça technologiquement, il y a des gens dans cette salle ou même dans ce hall qui savent le faire déjà. Au niveau de ce qu'on a comme onduleur, au niveau. Et ça peut changer beaucoup de choses, parce que je vais terminer par quelque chose d'un peu plus technique, mais que certains d'entre vous je pense, vont apprécier. C'est qu'une centrale de 100 kW, quand vous la faites fonctionner à 50, vous la bridez, elle est capable de produire beaucoup plus tôt. C'est normal, puisqu'en fait, elle a une réserve de puissance intrinsèque. Et ça peut servir, ça peut rendre des gros services au réseau électrique. Donc, pour répondre à votre question de manière globale, le fait d'avoir un actif qui est déjà amorti, de grande taille, soit on va pouvoir le valoriser en continuité avec tout ce qu'on a expliqué, soit on va lui donner beaucoup plus de flexibilité. Et ça ouvre des perspectives intéressantes parce que cette même centrale, elle a un coût de production qui est extrêmement faible, puisqu'elle a déjà
Et pour autant, certaines centrales auront encore une dizaine d'années de vie devant elles. Donc ça va promettre des belles choses. Merci beaucoup. Je pense qu'on a bien couvert le sujet de l'autoconsommation collective. Je voudrais vous dire un grand merci d'avoir été présent aujourd'hui pour pouvoir nous éclairer sur tous ces sujets. Merci aussi à vous, Yelena, pour la présentation de la BTE. Merci à vous, public. Vous avez été formidable.